Salut tout le monde! Cette conférence a pour but de présenter les peuples du monde qu'a développé M. John Ronald Reuel Tolkien. J'entends par peuple un ensemble d'individus partageant des caractéristiques physiques et métaphysiques communes à l'apparence humanoïde et capables d'un langage articulé inné ou acquis, grosso modo. Je vais tâcher de ne pas être trop précise pour ne pas noyer les personnes peu connaisseuses tout en donnant des éléments peu connus pour celles qui sont avides de détails. Et je ne vais m'attacher qu'à certains peuples, ceux qui seront utiles pour les considérations de ma seconde partie sur la série d'Amazon à venir, et seulement à leurs caractéristiques physiques, laissant de côté les mentalités et les cultures, parce qu'on n'a pas 3 heures non plus. Autre précision importante, je vais utiliser le plus de termes français possible pour que ce soit plus parlant pour tout le monde, mais je ne vais pas non plus forcément utiliser les traductions officielles, d'autant qu'il y en a 2 désormais, donc une de plus ou de moins. En revanche, j'indiquerai les termes originaux si vous souhaitez avoir la référence exacte. Mais avant d'entrer dans ce monde, il faut prendre un peu de recul et revenir au commencement, car avant le temps et l'espace, il y avait Eru, l'unique et la première des entités. Il créa d'abord les Ainur de sa pensée. Les Ainur sont des entités immatérielles. Eru les créa différentes les unes des autres, avec des aspirations personnelles et des puissances variées. Il leur dévoila ensuite son projet de création, mais chaque Ainur ne put en comprendre qu'une partie. Eru donna alors corps à sa création, et permit aux Ainur qui le souhaitaient de s'y intégrer. Les Ainur qui choisirent de s'occuper d'Arda, le monde, sont désignés comme Valar et Maiar. La distinction entre les deux est une question de puissance. Les Valar sont les plus puissants, et les Maiar sont généralement au service d'un Valar. Sur Arda, les Ainur peuvent se créer et investir des corps comme on investit des habits qu'on aime. Et elles ont pour tâche de préparer le monde pour les peuples suivants dont elles savent très peu de choses mais dont ils sont très curieux. Les enfants d'Eru. Les premiers étant les elfes et les seconds les humains. Mais ces enfants n'arrivant pas, Aolé, l'un des Valar particulièrement impatients et créatifs, tente de fabriquer des petits bonshommes qui leur ressemblent. Il les fait selon ses souvenirs et les dote de qualités qui lui semblent importantes. Et comme à cette époque, tout n'est pas rose dans ce monde, loin de là, à cause de Melkor, un Valar particulièrement puissant, tyrannique et destructeur, il les fait robustes, très petits, très, mais au moins 1,20 m. Peut-être qu'il a mal évalué la véritable taille des enfants d'Eru. Et barbus, très. Mais ça, on voit pas bien pourquoi. Mais il devait trouver ça particulièrement joli. Il en fait 7. Mais comme tout être à l'exception d'Eru, Aolé n'a absolument pas la capacité de créer des esprits, si bien que ces petits êtres ne sont alors que des marionnettes qui n'agissent que lorsqu'Aolé pense à les faire agir et restent inertes le reste du temps. Eru lui parle alors et lui dit « Dis donc, t'as fait quoi là ?» Aolé est comme un chiot qui vient de se faire gauler à faire caca sur le tapis là. Autant vous dire qu'il n'emmène pas large. Eru le sermonne parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ce genre de choses. Alors Aolé, en bon petit garçon repentant, prend son marteau et s'apprête à les réduire en miettes pour réparer son outrecuidance. C'est alors que les nains qu'il a façonnés commencent à chouiner. Et oui, tout bourru et costaud qu'ils puissent être, la première chose qu'auront fait les nains de leur propre chef, c'est chouiner, car les voilà avec une pensée propre. La repentance d'Aolé a fait qu'Eru a accepté de donner un esprit, et donc une vie propre, à ses créatures, et de les intégrer pleinement dans sa création. Par contre, il prévient. Je ne vais pas les améliorer, ainsi les as-tu fait, ainsi seront-ils, et pas question qu'ils soient les premiers, ils vont dormir sous la pierre le temps qu'il faudra. Alors, Aolé prend les 7 petits corps et les dispatche 2 par 2, sauf un, qui sera tout seul, dans 4 lieux montagneux différents, dont on n'en connaît que 2 avec certitude. Et les naines, me demanderez-vous? Eh bien, c'est pas clair. Tolkien y a réfléchi, mais on n'a pas de texte au propre où il parle de leur création. Toujours est-il que lorsque Tolkien décrit les naines, il n'y a que peu de doute à avoir. Dès leur naissance, mâles comme femelles ont de la barbe. Et il n'y a rien, ni l'allure, ni la voix, ni l'attitude qui puisse permettre de distinguer un nain d'une naine, sauf ceci. Elles ne vont pas à la guerre et ne quittent leur demeure qu'en cas d'extrême nécessité. Elles sont aussi moins nombreuses que les nains, moins d'un tiers de la population. Et en plus, toutes ne se marient pas, si bien qu'il y a beaucoup de célibataires dans leur peuple. L'histoire des origines des nains reste donc très incomplète, si ce n'est insatisfaisante. D'ailleurs, dans ces dernières années, Tolkien a émis le souhait de revoir la création des nains, notamment en créant plus que 7. Sans que l'on sache pourquoi, il semblerait que la longévité des nains dépende de leur lignée. À l'époque de la guerre de l'anneau et dans les siècles précédents, une espérance de vie décrite comme longue pour des nains tourne autour de 250 ans et s'étale globalement entre 240 et 260 ans. Et il semble qu'en des temps plus anciens, les nains vivaient plus longtemps. Certains ont pu atteindre 300 ans ou plus, mais un nain de 300 ans est aussi rare qu'un homme de 100 ans.
Les nains sont considérés comme trop jeunes pour se battre jusqu'à 30 ans environ, après quoi ils s'endurcissent et prennent une apparence âgée très rapidement. Entre 40 et 240 ans, tous les nains semblent avoir le même âge et la même force et endurance. 240 ans est considéré comme un âge avancé, et à moins qu'ils soient destinés à vivre très vieux, à partir de 240 ans, ils commencent à se rider et à blanchir des cheveux et de la barbe, et ils meurent dans les 10 années qui suivent. À noter qu'il n'y a pas de chauves parmi eux, et la seule affection physique qui peut les toucher, c'est l'obésité. Ils sont étonnamment immunisés aux maladies qui affectent les humains. Dans des circonstances prospères, beaucoup deviennent gros vers 200 ans, ou même avant, ce qui les restreint dans leurs activités. Contrairement aux nains donc, les elfes et les humains ont cela de particulier qu'elles ont été conçues uniquement par la pensée d'Eru, comme les Ainur, et elles ont cependant de nombreuses différences avec leurs aînés, comme le fait d'être nécessairement constituées d'un esprit et d'un corps. Et si le corps peut être refaçonné s'il vient à être détruit, on verra comment, l'esprit, lui, est unique et seul Eru est capable d'en générer, comme on l'a vu avec les nains. Donc, les nains étant retournés se coucher, arrive alors le temps de l'éveil des elfes. Les premiers enfants d'Eru ont comme particularité d'être intimement liés au destin du monde, si bien qu'elles vont pouvoir y vivre jusqu'à la fin de son histoire, mais selon certaines conditions. Les elfes sont grands. Les femelles font rarement moins d'1,83 m, Galadriel étant la plus grande avec 1,93 m, et les mâles rarement moins de 2 mètres. Et elles ont été conçues par Eru pour être les plus belles créatures terrestres et pour amener au monde les plus grandes beautés. Et elles ont les oreilles plus pointues que les humains, en forme de feuilles, et n'ont pas de pilosité faciale. À leur éveil, les elfes sont 144, répartis en 3 groupes inégaux, et elles s'éveillent à l'âge de 24 ans. Après diverses tergiversations, Tolkien semble s'être arrêté sur une vitesse de développement bien précise. 3 années solaires pour une grossesse, puis 3 années solaires pour vieillir d'1 an jusqu'à 24 ans, donc 72 années solaires plus tard. Ensuite, chaque nouvelle année elfique dure 144 années solaires. Mais il ne faut pas croire que cette lenteur de développement traduit également une lenteur de perception du temps. Et elles réfléchissent, parlent et peuvent agir bien plus vite que les humains, et avec plus de précision. On peut considérer qu'elles ont beaucoup plus d'énergie que les humains à la naissance, et qu'elles s'épuisent bien plus lentement. À partir de 120 ans, donc presque 14 000 années solaires, leur esprit commence à consumer leur corps, jusqu'à ce qu'ils ne deviennent plus qu'un souvenir, à moins que l'elfe n'aille en Valinor, le pays où les Valar se sont installés. En effet, le Valinor est béni par la présence des Valar, si bien que le poids de l'expérience et des tracas y est bien plus léger, ce qui permet aux elfes de conserver leur corps. Les elfes ne sont pas sensibles aux maladies, mais pour autant, elles peuvent être tuées. Et que se passe-t-il si le corps d'un elfe meurt ? En général, l'esprit ressent alors un appel vers le Valinor où se trouvent les cavernes de Mandos. Mandos est le Vala qui préside aux morts, on va dire. Et il est une partie de ces cavernes dédiée aux elfes dont les corps sont morts et dont les esprits sont trop tourmentés pour être sereins. Les esprits des elfes résident là jusqu'à ce que Mandos, ou Manwë, le chef des Valar, estime qu'il est possible pour l'esprit de retourner vivre parmi les vivants en lui recréant un corps. Mais cela ne pourra se faire qu'en Valinor, car souvent, beaucoup de temps a passé et le reste du monde a trop changé. L'elfe n'y serait plus adapté. C'est pourquoi il lui est interdit de quitter le Valinor. Les humains sont les seconds enfants d'Eru, destinés à s'éveiller après leurs aînés. Et contrairement aux elfes, les humains ne sont pas liés au destin d'Arda et sont dotés de la capacité de forger leur vie en dehors de ce destin. Et comme de ce fait les humains ne trouveront pas le repos en Arda, ils ont également reçu le don de mortalité. Et oui, c'est un cadeau. Et si les humains ne le voient pas comme ça, c'est à cause des mensonges de Melkor et de ses agents. À leur mort, les esprits des humains sont également appelés vers le Valinor. Mais après un séjour dans les cavernes de Mandos, dans la section humain, on ne sait pas vraiment ce qui leur arrive. Le plus probable est qu'ils soient sortis du monde pour rejoindre Eru, et c'est un privilège que les elfes envient. Le temps et les conditions de leur éveil restent troubles. Certaines ont peut-être lu le Silmarillion et se souviennent que les humains se sont éveillés lors de la création du soleil. Mais ce n'est pas si simple, car dans ces dernières années, Tolkien ne voulait plus de cette version. Il voulait un soleil présent dès le début, et bien plus de temps pour que l'humanité puisse croître et se diversifier, et pour qu'elle ait le temps de chuter avec un C biblique, si bien qu'il a grandement reculé le temps de cet éveil. Jusqu'à présent, aucun écrit n'indique combien d'humains il y avait à l'éveil et à quel point ils étaient différents les uns des autres. Concernant cette fameuse chute, les derniers écrits de Tolkien qui en parlent disent que peu après leur éveil, Sauron, qui est un Maya agent de Melkor et le méchant du Seigneur des Anneaux, a trouvé les humains et les a instruits faussement, si bien qu'ils rejetèrent Eru et le vénérèrent lui.
Une conséquence immédiate de cette chute est peut-être que leur espérance de vie fut encore plus amoindrie que ce qu'elle était à la base. En tout cas, après cet épisode malheureux de leur histoire, les humains ont une espérance de vie moyenne de 70 ans. Plus tard, les humains se rebellèrent contre les exactions que les humains s'infligeaient les uns aux autres au nom de Sauron et fuyèrent vers l'ouest. Les descendants de ces rebelles arrivèrent là où vivaient des elfes et s'allièrent avec eux contre les forces du mal. Parmi ces forces, on trouvait nombre de gobelins. Commençons par un petit point d'éclaircissement. Chez Tolkien, les gobelins et les orques sont les mêmes créatures. Le terme gobelin est simplement la traduction de orc, qui, sans entrer dans les détails, est un mot dérivé des langues elfiques, tout comme elfe est la traduction de Ezel, humain la traduction de Adan et nain la traduction de Naug. Les gobelins sont en moyenne un peu plus petits que des humains, forts, larges et voûtés. Ils ont les jambes arquées, de longs bras et de larges bouches aux crocs plus ou moins saillants. Leurs voix sont comme le fracas des pierres, leur nez est épaté, leurs yeux inclinés ou bridés, pour autant que cette traduction de slant soit vraiment correcte, et leur peau est jaunâtre ou cireuse. Tolkien les décrira comme une version répugnante des moins belles personnes de type mongol. Mais si globalement leur apparence varie, ils sont ignobles à regarder car conçus par la haine et remplis de haine. Ils ne sont pas à l'aise sous la lumière du soleil. Et justement, comment ce peuple est-il venu à être ? La version la plus connue, véhiculée par le Silmarillion, est que Melkor a exercé de subtiles tortures pour pervertir des elfes et les amener à devenir des gobelins. Mais cette version soulève de nombreuses questions, notamment que devient leur esprit à leur mort ? Car la nature profonde de l'esprit des enfants d'Eru ne peut être modifiée hormis par Eru lui-même. Dans sa dernière décennie de vie, Tolkien a réfléchi à résoudre les difficultés de leur création. Il a évoqué une origine humaine et non elfique, ou même une origine animale ou maya, Melkor ayant acquis à sa cause de nombreux Ainur de bien moindre stature et puissance. Et ces dernières réflexions sont malheureusement trop brouillonnes et n'expliquent pas assez ce qui le fait revenir sur tel ou tel argument donné précédemment pour que l'on puisse en dégager un axe clair. Comme vous l'avez constaté, Tolkien a continué à travailler toute sa vie sur des éléments structurants de la cohésion de son œuvre. Du coup, quand on veut vraiment connaître son univers, il est très important de savoir quand le texte auquel on se réfère a été écrit et où il en était de sa réflexion sur d'autres sujets connexes. Et si Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux ont été publiés de son vivant, Tolkien s'est tout de même payé le luxe de modifier leurs textes dans des éditions ultérieures afin de les accorder avec certaines de ses nouvelles décisions. C'est vous dire comme il avait à cœur la cohésion de l'ensemble. Il faut donc être méfiant quant à la confiance que l'on accorde aux éléments présents dans les œuvres publiées, notamment celles publiées après la mort de Tolkien, et tout particulièrement le Silmarillion, car pour le constituer, il a fallu faire des choix, et ce ne sont pas toujours les dernières décisions de Tolkien qui s'y trouvent, mais plutôt les plus abouties en termes de rédaction. Et de manière générale, quand on aborde les éléments du monde de Tolkien, il me semble qu'il soit plus sage de rester prudent sur nos certitudes, quand bien même elles auraient fait l'objet d'une validation écrite par l'auteur. Et comme tous les textes de travail de Tolkien n'ont pas été largement diffusés, la prudence et la modestie quant à la finitude de nos connaissances me semblent également nécessaires. Même si je ne vais pas forcément paraître en faire preuve pour ne pas alourdir cette vidéo. Mais revenons au sujet de la diversité. Au cours de l'histoire du monde d'Arda, la diversité ethnique constatée n'est malheureusement pas toujours expliquée. Vers la fin du Premier Âge, soit 6700 ans avant la guerre de l'Anneau, divers récits témoignent déjà de variations manifestes. Parmi les elfes, quelques générations après le réveil, on peut distinguer deux types physiques dont la différence se concrétise au niveau de la couleur des cheveux, blond ou sombre. Le premier groupe d'elfes est blond, les deux autres non. Certaines ont les cheveux roux dans le deuxième groupe, ou argentés pouvant aller jusqu'à blanc dans le troisième groupe, mais elles sont rares. Mais dès leur réveil, il y avait au moins des blonds et des bruns. On remarquera qu'il n'est jamais mentionné que les elfes portent leurs cheveux longs. Lorsque l'un des groupes est décrit hors d'un contexte de comparaison, il est indiqué qu'elles sont grands, clairs de peau et les yeux gris, bien qu'elles ont des cheveux sombres, hormis la famille d'un certain Finrod. La couleur de peau n'étant pas mentionnée pour les autres groupes, il serait étonnant qu'ils diffèrent sur ce point, d'autant qu'ils mentionnent les exceptions en termes de chevelure. Et il ne faut pas se laisser berner par l'appellation elfe sombre. Celle-ci ne fait pas référence à un élément de leur physique, mais au fait de n'avoir jamais été baignés par la lumière du Valinor. Comme on l'a vu, dès le départ, on sait qu'il y a 7 paires des nains et 4 foyers d'éveil bien distincts. Chacun de ces 7 nains originels est le fondateur d'un clan, dont le nom peut évoquer des éléments physiques et probablement caractéristiques de ce clan. Longue barbe, barbe de feu, broad beam, je ne vais pas le traduire parce que si broad évoque quelque chose de large, beam peut aussi bien vouloir dire poutre que faisceau ou rayon, donc débrouillez-vous. Point de fer, barbe raide, cheveux noirs, pied de pierre.
Je pense qu'il ne faut pas prendre tous ces noms au premier degré, mais peut-être peut-on voir de la rousseur de poils chez les barbes de feu et une noirceur chez les cheveux noirs. Plus tard, les récits parlent de petty dwarfs, qu'on peut traduire de par leur taille et la haine qu'ils avaient en eux par nains mesquins, petits en termes de valeur morale, autant que nains insignifiants. Ces nains seraient les descendants de parias ou de fugitifs de leur peuple partis pour avoir commis des actions répréhensibles ou bannis de leur foyer parce qu'ils étaient déformés, très petits, paresseux ou rebelles. Et de fait, ceux que l'on rencontre dans les récits sont plus petits que les nains intégrés à leur communauté. Dans sa réflexion sur l'éveil des humains, Tolkien souhaitait qu'elle soit assez ancienne pour permettre aux humains de se diversifier. Et diversifiés, ça, y elles le sont. 6700 ans avant les événements décrits dans Le Seigneur des Anneaux, il y avait déjà au moins 5 types d'humains distincts, tant physiquement que culturellement, qui sont arrivés sur une toute petite partie du monde. Ce sont les descendants de groupes s'étant rebellés contre Sauron. Le peuple de Béor est plutôt carré et grand. Et elles ont les cheveux sombres, les yeux marrons, parfois gris, et une peau claire, mais pas trop. Certaines avaient les cheveux clairs ou la peau mate, de par un métissage plus ou moins lointain. Le peuple de Hador est fort, plus grand que le peuple de Béor, et même plus grand que les elfes. Et elles ont les cheveux blonds, même si quelques-uns pouvaient avoir les cheveux sombres de par un métissage plus ou moins lointain, les yeux bleus et la peau claire. Moins grand et plus carré que les deux précédents, le peuple de Haleth est assez semblable en apparence au peuple de Béor, donc avec des cheveux sombres, des yeux marrons et une peau moins claire que le peuple de Hador pour la plupart. L'apparence des sauvages est jugée désagréable par les elfes et les autres humains, et elles sont petits, avec une taille moyenne de 1,20 m, donc probablement un peu plus petits que les nains, une carrure très large avec des fesses lourdes et des jambes courtes et épaisses. En taille, en stature et en endurance, ils ressemblent donc aux nains. Cependant, leur durée de vie est plus courte que celle des autres humains sans que l'on sache pourquoi. Et elles ont un visage large avec des sourcils épais et des yeux enfoncés et noirs, un nez épaté et une large bouche. Leur chevelure noire et clairsemée ne pousse jamais sous les sourcils, à l'exception de certains mâles qui avaient une petite barbichette sur le menton. Si l'on trouve une description aussi détaillée pour les sauvages alors qu'elle est assez lapidaire pour d'autres peuples pourtant plus présents dans les récits, c'est notamment dû au fait que Tolkien a consacré un essai à ces sauvages. Les descriptions des autres peuples humains se font généralement dans le corps d'un récit dont le sujet est autre. Et peut-être que les nombreuses différences de ces sauvages avec les humains des peuples précédents est une raison qui justifie ce souci du détail, car plus on s'écarte d'une norme, ici les peuples dont on vient de parler, et plus le détail paraît nécessaire pour rendre compte de la vision d'un autoriste. D'ailleurs, l'autre population dont on connaît autant de détails, c'est celle des gobelins, un groupe qui n'est peut-être même pas humain ou elfe. Les orientaux sont de carrure large et de petite taille, avec une peau jaunâtre ou basanée, d'où leur nom, des yeux et des cheveux sombres, voire noirs, et une pilosité faciale et thoracique conséquente. Leurs bras sont longs et forts. À noter que Tolkien indique bien que les orientaux sont peu détaillés dans leur propre diversité, un parti pris narratif probablement dû au fait que ces humains ne soient pas au cœur des récits qu'il écrit. On ne perçoit que les groupes qui interagissent avec les héros choisis des histoires. Il est donc sans doute judicieux de lire leurs descriptions dans l'idée d'une comparaison avec les peuples de Béor et de Hador principalement. Au cours du deuxième et du troisième âge, les récits s'intéressent à un territoire plus important, si bien qu'on découvre de nouveaux peuples et on observe une évolution chez les descendants de ceux que l'on connaissait déjà. Et donc, à la fin du premier âge, lorsque Melkor, le Valar tyrannique, fut défait, les Valar proposèrent de récompenser les humains s'étant battus contre lui en leur offrant une île de paix et de prospérité. L'île fut appelée Númenor, et ses nouveaux arrivants, les Núménoréens. À ceux qui acceptèrent fut également accordée une longévité 3 fois plus importante que celle des autres humains, soit environ 210 ans. Et il est possible que ce faisant, ces humains récupérèrent la longévité originellement prévue par Eru pour Eleu. Les habitants de Númenor sont principalement constitués par des membres du peuple de Hador et de Béor, et un peu de gens de Haleth. Et il y eut également quelques très rares sauvages, mais aucun métissage n'est mentionné, et leur présence est extrêmement discrète si ce n'est absente dans les récits parlant des Núménoréens. Aussi, il vaut mieux les exclure des informations qui suivent. Les Núménoréens sont décrits comme ayant une taille impressionnante, sans doute due au fait d'une majorité d'individus venant du peuple de Hador, et elles étaient plus grands que les elfes avec une moyenne de 2,13 m. Concernant leurs autres caractéristiques physiques, on peut supposer qu'elles variaient selon les lignées, à partir des caractéristiques des peuples de Hador et de Béor principalement. L'histoire de l'île de Númenor rappelle fortement le mythe de l'Atlantide, avec un âge d'or suivi d'une déchéance qui mena à la submersion de l'île et à la mort d'une grande partie des Núménoréens.
Durant cette déchéance, où leur espérance de vie diminuait peu à peu, certaines seront nommées les Numénoréens noirs. Mais encore une fois, cela n'a rien à voir avec leur physique, c'est une question de morale et d'attitude. Après la submersion, les Núménoréens rescapés s'installèrent sur le continent et perdirent une part des dons et des qualités qui étaient les leurs. Leurs descendants furent appelés les gens de l'Ouest, car Núménor était à l'ouest du continent. Ceux qui sont décrits sont grands, à la peau claire, avec des cheveux sombres et des yeux gris. Leur différence de taille avec les gens du continent se réduisit peu à peu, et leur espérance de vie continua de diminuer également. Mais ils restèrent tout de même plus grands et vivants plus vieux que la moyenne des autres humains à l'époque de la guerre de l'anneau. Les descendants du peuple de Haleth restés en terre du milieu sont décrits comme basanés. On les retrouve par exemple dans les populations du pays de Dún, de l'Eriador et du Gondor. Cela n'est pas mentionné, mais comme des orientaux avaient également suivi la même voie de migration et que certains étaient restés dans cette même zone, il est possible que l'aspect basané de ces descendants soit devenu commun par un métissage entre le peuple de Haleth et des orientaux au fil des 6500 ans qui ont passé, les deux ethnies se mêlant au point de n'en faire plus qu'une, d'autant qu'on n'entend plus parler d'orientaux dans cette partie du monde après le premier âge. Attention, c'est une simple supposition de ma part. Par ailleurs, après la submersion de Núménor, il y eut des métissages entre les gens de l'Ouest et les populations déjà sur place. Les habitants de la région à l'est des montagnes brumeuses sont des descendants du peuple de Hador, resté en terre du milieu, tout comme l'est le peuple de cavaliers vivant en Rohan, dont il a gardé des caractéristiques ancestrales, bien que moins généralisées que dans l'ancien temps de par le métissage avec d'autres populations. Mais globalement, il reste grand, bien que désormais moins grand que les gens de l'Ouest, avec des cheveux clairs et des yeux bleus. Ces peuples sont appelés nordiques. On entend également parler du peuple de la neige. Dans des textes très anciens de Tolkien, plaçant son récit dans notre monde, l'un des termes utilisés pour ce peuple de la neige désigne des Vikings de Norvège ou Danemark. Mais du peuple de la Terre du Milieu, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que le peuple de la neige est installé depuis longtemps. Compte tenu de l'histoire de la région et du lien possible avec des Scandinaves dans l'esprit de Tolkien, cela pourrait être autant une branche du peuple de Beor, Hador ou Haleth que des Orientaux. Personnellement, je pencherais plutôt pour une origine principalement orientale, car il est indiqué que les Orientaux avaient reçu des terres désormais disparues à l'ouest de là où est établi le peuple de la neige. Durant les 6500 ans précédant la guerre de l'anneau, les habitants de l'ouest du continent ont été confrontés à plusieurs tentatives d'invasion d'Orientaux sous la férule plus ou moins forte de Sauron. Mais si on a nombre de textes parlant des interactions belliqueuses entre les Orientaux et les populations de l'ouest, aucun ne décrit physiquement les Orientaux de cette période. On ne pourra donc que se référer aux Orientaux décrits au premier âge. Mais je pense qu'il est probable qu'elles soient toujours en vigueur, sinon Tolkien aurait sans doute décrit ce nouveau type d'humain. Dans les récits, les peuples du Sud, aussi appelés Sudrons, semblent encore moins connus et différenciés que les peuples de l'Est. On peut cependant distinguer des populations venant du Sud proche et d'autres venant du Sud lointain. En l'absence d'informations, on nuance comme on peut. Ces populations sont décrites comme grandes, à la peau sombre et aux yeux et cheveux noirs. Celles du Sud lointain sont noires de peau. Et dans cette partie du monde, on trouve une population issue d'un métissage de descendants de Núménor et de peuples du Sud, nommés les Corsaires. Mais il y a également bien d'autres métis de la sorte vivant au Sud, probablement plutôt sur les côtes, et qui ne sont pas pour autant des Corsaires. Par leurs appellations de nordiques, orientaux ou sudrons, on sent bien que les informations viennent d'un point de vue extérieur qui se situe par là. C'est le point de vue des descendants des Núménoréens qui se sont installés et ont dominé politiquement la région. Et cette perception extérieure est à garder en mémoire, car elle appuiera probablement sur ce qui diffère de la population référente et ne s'intéressera que peu à ce qui est similaire. Les Variags ne sont explicitement catalogués dans aucun type de peuple, et venant de cette région, on pourrait autant les penser orientaux que sudrons. Mais il se pourrait également que ce soit tout autre chose, car le terme Variag, possiblement écrit avec un Y, désigne dans notre monde les Vareg, des Scandinaves qui se sont imposés comme dirigeants d'une région allant du golfe de Finlande à la mer Noire, et ont constitué plus tard la garde d'empereurs byzantins. Il se pourrait donc que les Variags de Tolkien, empruntant à notre réalité, soient d'origine nordique. En tout cas, il n'y a aucune description physique des Variags dans les textes de ma connaissance. Parmi les humains, il est un type dont on n'entend parler que 3000 ans avant la guerre de l'anneau. Tolkien les nomme hobbits. Il semble pourtant qu'elles existent depuis plus de 6500 ans, mais jamais ils n'avaient été mêlés aux grandes histoires auparavant. À l'époque de la guerre de l'anneau, la population que l'on connaît vit ici, dans la région nommée le Comté.
Et elles sont de petite taille, entre 60 cm et 1,20 m, les femelles étant plus petites que les mâles et dépassant rarement les 90 cm. Les hobbits ont une carrure qui fait qu'on pourrait les confondre avec des enfants de loin. Et elles ont des pieds velus sur le dessus et tannés sur le dessous, si bien qu'elles n'ont pas besoin de chaussures. Et elles ont également des oreilles légèrement pointues et elfiques, et des cheveux généralement bouclés. Sans que l'on sache vraiment pourquoi, elles ont une espérance de vie un peu plus longue que celle des humains classiques, entre 90 et 100 ans. Enfin, les hobbits sont généralement appelés halflings, qui est traduit par semi-homme ou demi-homme. Mais ce n'est pas pour une raison de métissage. Cette appellation leur vient du fait qu'elles font en moyenne la moitié de la taille d'un humain de l'Ouest. Et il ne faut pas croire par là que les hobbits soient des êtres inachevés, car comme me l'a dit un jour Tellery Pied-Vert, un hobbit de ma connaissance, on peut être un demi-pain tout en étant du pain complet. Je vous laisse quelques secondes méditer cette profonde sagesse. Les pieds velus constituent la majorité des hobbits dans la population que l'on connaît. Leur peau est relativement mate et selon le texte de référence, ils sont les plus petits des hobbits. Contrairement aux autres hobbits, les costauds ont une pilosité faciale. C'est implicite, mais je pense que cela ne concerne que les mâles. Il leur arrive de porter des chaussures. Leur nom vient du fait qu'ils sont plus carrés que les pieds velus, avec des mains et des pieds larges. Selon le texte de référence, ce sont elles les plus petits des hobbits. Les palos ont la peau et les cheveux plus clairs que les autres hobbits, et elles sont également plus grands et plus fins. Un peu avant la guerre de l'anneau, Sauron a fait émerger un nouveau type de gobelins pour améliorer ses troupes, les Uruk-hai. Ils sont décrits comme noirs, imposants et forts, et ne craignant pas la lumière du jour. Tolkien pensait son monde en lien avec la Terre. Quand on lui demande si son monde est le nôtre, mais à une autre époque, Tolkien répond non, en précisant « à un différent niveau ou état d'imagination, oui ». Et dans ses travaux de réflexion, il lui est arrivé d'utiliser les termes Afrique ou Eurasie pour désigner les grandes parties d'Arda. Et puis, il suffit de jeter un œil à l'une de ces rares cartes d'ensemble pour y voir une certaine similitude. Mais lorsqu'il décrit des peuples venant de ces régions, si la couleur de peau, des yeux et de cheveux peut correspondre aux ethnies qui nous sont familières pour ces mêmes directions dans notre réalité, il ne s'appesantit guère sur les autres détails des traits du visage. Par exemple, le fait d'avoir les yeux bridés n'est jamais mentionné en dehors d'une description de gobelins, qu'il qualifie d'ailleurs de version dégradée et répugnante des moins belles personnes de type mongol pour des Européens. Faut-il en conclure que les orientaux de Tolkien n'ont pas les yeux bridés ? Ou qu'il n'a pas mentionné ce détail car évident quand on imagine une population orientale d'un point de vue européen? Je n'ai pas trouvé de réponse de Tolkien à cette question, et les deux me semblent possibles, et ce n'est d'ailleurs sans doute pas les seules explications envisageables. Voilà donc pour ce qui est de mon introduction. On va pouvoir s'intéresser à un vrai sujet, les anneaux de pouvoir. Non, je rigole, j'ai juste essayé de raccrocher mes intérêts à un truc qui a fait le buzz pour attirer du monde sur cette vidéo. Pour celles qui l'ignoreraient, donc, Amazon s'est lancé dans la production d'une série dans le monde de Tolkien qui se passerait environ 3000 à 5000 ans avant la guerre de l'anneau. Et si l'intérêt a été assez conséquent dans un premier temps, un vent de tempête a soufflé lorsque le casting a été officiellement révélé. En effet, il s'avère que des actrices campant un elfe, un hobbit et une naine ont la peau passablement foncée. Je reconnais volontiers que de prime abord, cela peut sembler totalement aller à l'encontre de la vision de Tolkien. On a vu qu'il n'y a pas de raison de penser que certains elfes puissent avoir la peau sombre à l'origine. Et les noms des clans des nains ne laissent pas présager que l'un d'eux est une population à la peau noire. Compte tenu du prisme caucasien de ces récits, il me semble assez probable que si Tolkien avait eu un tel clan en tête, il l'aurait laissé paraître dans le nom du clan. Mais là encore, ce n'est que mon avis. On a vu également que des caractères physiques rares, comme la blondeur chez le groupe d'elfes ou d'humains aux cheveux sombres, n'apparaissaient pas sans raison, mais bien suite à un métissage avec une population ayant cette caractéristique. Tolkien semblait donc vouloir appliquer aux personnages de sa création une forme d'hérédité génétique. Une première analyse de ce casting pourrait donc apparaître comme une technique originale pour produire de l'énergie à bas coût en pariant sur le nombre de tours par minute que Tolkien pourrait faire dans sa tombe à cette évocation. Mais on va voir que ce n'est peut-être pas si tranché. Globalement, la validation ou non d'une telle possibilité me semble dépendre de la réponse à une seule question. Comment s'est faite la diversification ethnique des humains ? On a vu que les humains sont assez variés en termes de taille et de couleur de peau. Plusieurs causes peuvent amener à cette diversité. Elle peut venir d'un processus se revendiquant comme vaguement scientifique, mêlant adaptation et mutation génétique sur les quelques 60 000 ans d'existence de l'humanité que Tolkien envisageait. Pour information, la dernière sortie d'Afrique d'Homo sapiens date d'il y a environ 70 000 ans dans notre réalité, et les différences physiques avec des ethnies actuelles pourraient être déjà en place il y a plus de 10 000 ans. En termes de possibilités théoriques, on n'en est pas loin.
Alors pourquoi ne pas accorder cette possibilité aux elfes et aux nains, surtout aux groupes délaissés par les récits? Leur génération s'enchaîne certes avec moins de rapidité, mais cela ne me semble pas inenvisageable d'un point de vue vaguement scientifique. Mais si la diversité des humains est déjà présente à leur éveil, tout comme peut l'être la diversité de couleurs de cheveux des elfes, on a alors deux nouvelles possibilités. Soit cette diversité n'était que partiellement en place et elle s'est accentuée avec le temps et les processus de science imaginaire, et on en revient donc à la première hypothèse avec un bout de travail déjà fait, soit toute la diversité physique des humains était présente à leur éveil. Mais alors, de quelle diversité parle Tolkien quand il lui ménage des dizaines de milliers d'années en reculant le moment de l'éveil des humains? Uniquement une diversité culturelle? Encore une fois, je m'avance peut-être à tort, mais je pense qu'il était tout à fait conscient que des évolutions civilisationnelles très marquées n'ont pas besoin de tant de temps pour émerger. Cela n'engage donc que moi, mais je pense que l'on peut estimer que Tolkien avait en tête un processus au moins partiel d'évolution génétique. On le perçoit également lorsqu'il décrit le rapetissement des hobbits à mesure que les autres humains instaurent leur domination sur le monde. Or, après quelques générations, les elfes se sont retrouvés divisés en deux groupes, et seul le groupe qui est parti vers l'ouest a fait l'objet d'un suivi narratif. On ne sait rien de ce qu'il advient de l'autre. On peut donc tout à fait imaginer que parmi ces autres, certaines aient pu voir leur peau se foncer au fil des siècles, selon le même processus que pour les humains, bien qu'un peu plus lentement sans doute. Pour ce qui est des hobbits, étant donné qu'ils sont dans la catégorie humain, il n'y a pas matière à s'esbaudir à la mention de hobbits noirs de peau. Concernant les nains, rappelons que la coloration de la peau n'est pas forcément liée à la latitude d'une population. Dans une petite population, comme celle des nains par exemple, un caractère émergeant spontanément pourrait se répandre très rapidement s'il n'apporte pas de désavantages reproductifs. Et sans pour autant avoir des clans de nains noirs à l'origine, il est possible que certains soient plus mat de peau dès le départ, surtout si la diversité était un peu de mise chez les humains à leur éveil, car rappelons-le, les nains ont été façonnés selon le souvenir de la vision qu'Aolé avait des enfants d'Eru. Et comme il les a fait barbus, cela rappelle plus une inspiration humaine que elfique. Ainsi, à la faveur de hasards génétiques, voire d'une certaine sélection volontaire, leur peau pourrait se foncer au fil des générations pour une partie de leur population. J'avoue ne pas être très sensible à l'argument d'un défaut de vitamine D chez les nains s'ils avaient la peau noire, car quand on vit sous la surface d'une montagne, c'est plus l'absence d'exposition au soleil que la carnation de la peau qui est le facteur limitant. Dans une lumière artificielle constante, peu importe la couleur de peau, il n'y a pas de soleil. Je pense donc qu'on peut évacuer cette problématique du monde de Tolkien d'un péremptoire, mais néanmoins à propos, ta gueule, c'est magique. Donc, des elfes, des nains ou des hobbits à la peau sombre dans le monde de Tolkien, c'est envisageable. Mais pour les elfes et les nains, probablement pas avant plusieurs millénaires après leur éveil, et pas n'importe qui. Les récits de Tolkien étant perçus d'un point de vue de blanc, une peau pâle est donc plutôt la norme. Aussi, s'il y avait dans les populations d'elfes, de hobbits ou de nains suivis par les récits des individus à la peau sombre naturellement présents, il est très probable que Tolkien l'aurait indiqué. Il l'a d'ailleurs fait en mentionnant des peaux plus ou moins claires ou mates. Aussi, introduire des personnages ayant une peau très foncée dans des populations décrites dans les récits me semble effectivement contraire à la vision que Tolkien pouvait avoir de ces groupes. En revanche, si ces personnages arrivent dans les populations présentes dans les récits de Tolkien, tout en étant originaires de groupes laissés dans l'ombre de la narration, cela ne me semble pas être en complète opposition avec le cadre posé par Tolkien. Mais voyons donc ces personnages d'un peu plus près. Je vous présente Arondir, elfe sylvain de son état. Je ne serais pas choqué qu'on applique cette appellation à n'importe quelle population elfique vivant dans une forêt. Donc si Arondir est relativement jeune et n'a aucun lien de parenté avec le groupe qui est précocement parti vers l'ouest, à mes yeux, ce choix de casting et de visuel n'est pas fondamentalement problématique. Et comme il semble évoluer autour d'une bourgade du nom de Tir Harad, un nom inconnu des textes Tolkien qui comporte une notion de sud, cela laisse penser que cette bourgade pourrait être en territoire sudron. Donc, pour le peu que l'on en sait actuellement, ça n'a pas l'air déconnant. Et il vaut mieux avoir les cheveux courts quand on court dans les bois. Voici Dissa, princesse naine, et c'est tout ce que l'on sait d'elle pour l'instant. Oui, il lui manque une barbe digne de ce nom, mais c'est pas le sujet. Les clans nains dont on ne sait rien sont les poings de fer, les barbes raides, les cheveux noirs et les pieds de pierre. Il faudrait donc qu'elle vienne de l'un de ces clans pour que sa carnation n'entre pas en collision avec l'ambiance des récits de Tolkien. Enfin, voici Sadok Burrows, un vieux pied velu. On pourrait reprocher l'appellation de pied velu, car ce nom est utilisé par un sous-groupe de hobbits du comté comme on l'a vu. Et si cette population est décrite comme plus mate de peau que les autres hobbits, ce n'est probablement pas pour autant une population aussi foncée. Donc là encore, si ce personnage était parmi des pieds velus sans en être un, pourquoi pas? Mais vu cette photo, cela ne semble pas être le cas.
Une autre possibilité pour permettre une communauté entière de pieds velus à la peau très foncée serait que cette population ne soit pas celle dont les descendants iront fonder le comté. En effet, pourquoi s'empêcher d'imaginer d'autres groupes de hobbits non pas partis vers l'ouest, mais vers le sud? Mais alors, pourquoi les appeler pieds velus, me demanderez-vous? Eh bien, parce qu'elles utilisent le terme hobbit pour se désigner qu'après leur arrivée dans le comté. On ignore comment les petites gens s'appelaient avant leur distinction en 3 groupes, et il ne me semble pas absurde d'utiliser le terme en vigueur parmi le groupe constituant la population majoritaire à l'époque de la guerre de l'anneau, à savoir pieds velus, comme terme d'origine pour l'ensemble de cette population avant leur séparation en 3 groupes. Les pieds velus constituant la norme, ce sont les autres qui se seraient différenciés par un autre nom. Cela dit, je ne sais quoi penser des dernières photos parues, car il semble qu'il y ait un certain mélange. Une possibilité serait la rencontre de 2 communautés pieds velus séparées depuis longtemps et ayant divergé dans leurs aspects. Après tout, les petites gens n'étant pas connues avant des millénaires, il est possible que la trame scénaristique qui les encadre ne les fasse pas rencontrer grand monde, si ce n'est d'autres petites gens. Mais même s'il y a des possibilités pour que la présence de ces personnages ne soit pas en opposition avec les indications de Tolkien, on n'est pas à l'abri de découvrir des choix n'allant pas dans ce sens, quelle que soit notre opinion sur le sujet. Aussi, j'aimerais vous présenter un tout autre point de vue, celui de Terry LTAM. Je pense que tout le monde est capable de comprendre que quand tu es noir, ou quand tu es arabe, ou quand tu es asiatique, je parle de couleur de peau, tu as envie de voir des gens qui te ressemblent à la télé, ou dans les comics, ou dans les jeux vidéo. Parce que en tant que fan du Seigneur des Anneaux, bah ouais, j'aurais bien voulu qu'il y ait un noir dedans, tu vois. Ça m'aurait fait kiffer, et ça va me faire kiffer de le voir. C'est bête, hein, mais je pourrais même pas l'expliquer. C'est quelque chose qui se ressent. Et je sais que c'est difficile à comprendre pour les personnes qui ne le vivent pas. Donc je n'en veux pas aux gens qui ne comprennent pas, parce que je sais que c'est super compliqué, parce que c'est quelque chose que vous ne connaîtrez jamais, vous avez toujours vu des blancs à la télé. Le jour où vous seriez à notre place 2 secondes, mais vous comprendriez tellement, et ce serait tellement beau de pouvoir se comprendre facilement. Et pas se dire « Ah, on peut plus rien dire ». Non, c'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est que pendant des années, tu disais des trucs qui me dérangeaient. Et pendant des années, on n'a rien dit. Personnellement, ce que ce témoignage m'a fait comprendre, c'est que mon désir puissant de voir l'œuvre de Tolkien fidèlement adaptée est dérisoire face à la possibilité de permettre à des personnes subissant le racisme ou toute autre exclusion d'une manière générale de pouvoir voir des personnes qui leur ressemblent dans un rôle cool. D'autant que dans l'affaire, je ne perds rien. L'œuvre d'origine reste intacte et je peux m'y référer quand je veux. Oui, c'est rageant de savoir qu'il y avait moyen de concilier la diversité et les écrits de Tolkien, mais il n'empêche que pour moi, le bien-être réel ne serait-ce que d'une seule personne est plus important que mon désir de respect d'un univers fictif. Je sais donc ce qui peut ressortir de bon, pour un certain public, de choix de casting ou de narration que je trouverais pourtant toujours discutables. Et peut-être que vous aussi du coup. Mais qu'en penserait Tolkien? Tolkien a développé son univers selon ses envies intérieures, mais aussi selon ce que son époque lui a apporté. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussé à finalement vouloir d'un soleil dès le début de son monde, pour que sa conception du soleil et de la lune ne paraisse pas être une affaire astronomiquement absurde. Car il semblait avoir à cœur de tenir compte au moins un peu de logique scientifique et biologique, même si elles n'étaient pas les mêmes que celles qui régissent notre monde. Et il semblait vouloir faire de son récit quelque chose d'aussi cohérent que possible. Mais il y a peut-être certaines interrogations qui ne lui sont pas venues à l'esprit parce qu'elles n'avaient pas vraiment cours dans la société qu'il côtoyait. A-t-il consciemment rejeté la possibilité d'elfes ou de nains de type asiatique ou africain? Ou la question ne s'est-elle tout simplement pas posée à lui? Tolkien était profondément humaniste et tout sauf raciste. Il a conçu son univers pour apporter une sorte de mythologie à l'Angleterre qui n'en avait pas, ce qui explique le strict point de vue occidental de son œuvre. Mais peut-être que s'il avait été un auteur plus récent, il aurait explicitement décrit plus de variations dans les groupes de nains ou d'elfes qui n'entrent pas dans son récit, précisément pour ouvrir une partie de son œuvre dont il ne faisait rien au monde entier. Ou peut-être pas. Bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas trop vite placer des intentions ou des mots dans la bouche d'un auteuriste qui ne peut plus s'exprimer sur son œuvre. Il faut également se méfier de cette thématique. La couleur de peau est un aspect qui saute aux yeux, et on peut vite se cristalliser autour de la question. Mais le monde de Tolkien ne se divise pas que selon les carnations. Il y a bien d'autres éléments qui participent à l'ambiance. Par exemple, Galadriel est l'elfe la plus grande connue, mesurant 1m93, alors que Morfydd Clark, l'actrice qui la campe, ne dépasse pas le 1m70. Et comme on l'a vu,
on a des éléments assez précis sur les tailles des divers peuples. La réalisation de la série fera-t-elle en sorte que les impressions de proportion soient respectées? On peut aussi s'étonner fortement du nom d'Eleanor Brandyfoot, la pied velue, car ce prénom est certes donné à la fille de Sam Gamgee, mais uniquement parce qu'il en a rencontré en Lorien, car ce mot désigne en elfique une fleur jaune que l'on trouvait aussi en Númenor. Et bien sûr, il y a la barbe de Dissa, qui est simplement absente, alors que Tolkien a bien indiqué qu'on ne pouvait faire la différence entre les nains et les naines. Et il semble que l'on puisse également craindre pour la chronologie de l'histoire, entre autres choses. Bref, tâchons de prendre du recul sur l'ensemble de nos attentes. Comme chacun a sa propre vision du monde de Tolkien, il est très probable qu'elle soit déçue sur un point ou un autre au visionnage de cette série. Gardons simplement à l'esprit que ça ne sera qu'une vision parmi d'autres, comme ont pu l'être les films. J'ai bien évidemment, consciemment ou par ignorance, laissé des éléments de côté. Et de manière générale, si vous avez des questions sur l'univers de Tolkien et que vous êtes assez anglophone, je conseille le site Tolkien Gateway. Si l'anglais n'est pas possible pour vous, le site Tolkien Deal est peut-être plus rigoureux, mais moins détaillé. Si vous voulez discuter, la section commentaires est là. J'aime vous lire et vous répondre. Et si vous pensez que cette vidéo vaut bien un applaudissement, Namarye, Akenavo.